Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Cette chaîne est consacrée à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire une fois que vous aurez fini, ça aide pour l'évolution de la chaîne. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir, ou au mieux, nous inspirer. Alors, bon visionnage. Les personnages dans les œuvres de fiction sont des idées, des métaphores ou des concepts. Il est difficile de retranscrire par la narration ou dans une histoire ce que sont vraiment les êtres humains avec leur nature changeante, ambiguë voire aléatoire. Un humain peut changer sous l'influence de n'importe quelle stimulation, d'une année à l'autre ou d'une minute à l'autre. Pour un personnage de fiction, dans 20 ans, il sera toujours le même. Kaido ou Oden seront toujours les mêmes dans 20 ans, ce qui permet de saisir le concept qu'ils représentent. C'est donc par l'intermédiaire de ces personnages que l'auteur exprime ses idées, transmet des messages ou sa vision du monde. C'est donc en analysant les personnages, les structures dramatiques et les choix qu'ils font que l'on comprend les thématiques et l'idée directrice que sous-tend l'histoire qu'on nous raconte. Une définition nécessaire pour bien commencer notre analyse car une rumeur nauséabonde enfle dans les tréfonds du YouTube Game de la communauté One Piece. Eiichiro Oda, l'auteur qui tient son manga depuis 25 ans, est décrié et fait visiblement de la merde, selon certaines franges de la communauté One Piece. Pire, il ne se remet pas en question d'après certains youtubeurs. Toutefois, il convient de se poser les questions suivantes. Que veut nous dire l'auteur par l'intermédiaire de ces personnages et des situations dans lesquelles ils sont plongés? Car en effet, sous la surface de l'histoire, qui nous est contée, est construite une structure dramatique qui va mettre les personnages sous pression, faisant apparaître leur vraie nature, mais aussi l'idée directrice que veut nous transmettre l'auteur. Enfin, souvenez-vous que tout le monde peut raconter une histoire, mais ce n'est pas tout le monde qui peut raconter une bonne histoire. Il est donc aisé de bricoler un joli décor, de belles vidéos ou un beau montage quand la base sur laquelle on prend appui est solide. La créativité ne se décrète pas, elle se construit. Comme dans la vie, il y a des hauts et des bas. La quasi-totalité de la communauté est d'accord pour dire que l'introduction de Barbe Blanche face à Shanks jusqu'à sa fin épique sur Marineford a été très bien introduite et exécutée. Comme à son habitude, Oda a montré au lieu de décrire, il a fait parler, agir ses personnages dans des situations dramatiques au lieu de leur faire décrire ces mêmes situations ou les thématiques qui sont abordées. Il y avait du rythme correct, cohérent avec les événements en cours, la situation dramatique, la gravité de cette guerre, les rebondissements, la structure ainsi que les pressions effectuées sur les personnages étaient rondement menées. Il y avait des enjeux, des conséquences dramatiques, autrement dit graves pour les personnages. Selon John Truby, il existe plusieurs types de récits, plusieurs types de schémas narratifs. Celui qui semble le plus correspondre à Marineford est le schéma narratif linéaire, où le héros a un objectif défini et évolue de manière continue et régulière vers son objectif jusqu'au climax, puis enfin le dénouement après une phase de dépression. Sur Marineford, Luffy et Barbe Blanche ont un objectif commun, libérer Ace. L'objectif est atteint, mais rebondissement inattendu, Ace meurt après une ruse habile d'Akainu, ajoutant une pression dramatique et épique à la situation. Barbe Blanche est affaiblie et gravement blessé. Il doit faire une ultime action, sauver ses enfants, autrement dit son équipage. Quand l'arc narratif de Luffy est dans sa phase de dépression, celle de Barbe Blanche se rapproche de son climax, avec Akainu et Barbe Noire, pour finir avec la mort épique de ce Yonko, un peu à part il faut le dire, qui ne cherchait pas le One Piece ou la gloire, mais une famille qu'il voulait protéger à tout prix face aux légions adverses. Une question importante ici est que voulait exprimer l'auteur avec son personnage Barbe Blanche? Un orphelin devenu homme, un homme devenu un pirate, le pirate devenu l'homme le plus fort du monde, mais qui ne cherchait qu'une chose, une famille. Une famille qu'il a choisie, construite, rassemblée au gré des vagues et des batailles. Des enfants qu'il a recueillis, aimés, entraînés et surtout protégés jusqu'à la fin en donnant sa vie pour eux. Barbe Blanche était un père adoptif certes, mais l'image d'un père protecteur tel qu'on se l'imagine. Un personnage est une idée, une métaphore que développe un auteur sur Marineford. Voilà ce que l'auteur voulait exprimer en clôturant l'arc narratif de Barbe Blanche, la mort d'un pirate légendaire et d'un père au grand cœur. En face de Marineford, plus d'une décennie plus tard, nous avons toujours en épilogue d'arc de saga une nouvelle guerre, celle d'Onigashima, non pas avec un, mais deux empereurs.
Depuis Marineford, que beaucoup appellent Masterclass, tous les arcs de One Piece sont ramenés et comparés à cet arc de la saga East Blue Grand Line. Et vous le savez déjà, Onigashima a vu tomber non pas un mais deux empereurs, est systématiquement comparé à l'épilogue de l'ère avant Ellipse. Alors c'est normal que les gens fassent des comparaisons. Ce que je trouve anormal, ce sont les analyses simplistes et les raccourcis sur fond d'expertise en narration. Je ne vais pas analyser le découpage des cases ou le dessin, car je ne maîtrise pas l'art séquentiel de Will Eisner pour le moment. Toutefois, un manga c'est une histoire qui est régie par des règles narratives. Marineford est un récit sous forme de schéma narratif linéaire. Onigashima a toutes les caractéristiques du récit explosif. Dans ce type de récit, tout se déroule en même temps et chaque personnage ainsi que la situation où il est plongé décrit les adaptations des différents intéressés. Évidemment, on se trouve dans un récit multiprotagoniste où tout explose dans toutes les directions, créant plusieurs chemins résultant en un réel chaos. On peut honnêtement dire que le raid d'Onigashima est chaotique et c'est probablement ce que l'auteur voulait retranscrire. Dans ce récit en schéma explosif, chaque personnage doit terminer son arc respectif dû à une mise en situation particulière, se terminant par leur adaptation ou leur non-adaptation à l'ensemble de l'intrigue. Une explosion est rapide au début et tend à ralentir quand le carburant explosif tend à diminuer. Et l'explosion perd en intensité. Sur Onigashima, c'est réellement ce qu'on ressent globalement. Onigashima, c'est surtout la chute de deux Yonko, Kaido et Big Mom, des monstres de puissance, d'aura, mais aussi de malveillance et de souffrance, pour ceux qui croisent leur chemin. Mais c'est aussi la courbe narrative des Mugiwara qui doivent montrer s'ils sont prêts pour le sprint final vers le titre d'équipage le plus fort du monde. Big Mom et Kaido ont bénéficié de deux arcs, Whole Cake Island et Wano Kuni Onigashima, pour nous montrer les éléments de caractérisation, leur quotidien, mais aussi leurs défauts, qui vont justifier largement le développement narratif négatif de ces deux personnages. Rappelons que Big Mom n'est pas un exemple d'équilibre psychologique qui demande de la durée de vie en contrepartie de sa protection. Quant à Kaido, un puissant chef d'armée, un dictateur, qui n'hésite pas à réduire en esclavage une population entière et pollue un pays entier pour ses ambitions militaires. Les éléments de caractérisation des personnages rendent crédible leur développement narratif, ainsi que leur choix, guidant ainsi l'histoire mise en situation à Onigashima. Le développement de ces deux-là n'est pas une surprise. C'est une surprise si on les a vus trop beaux, trop forts et que l'empathie à leur égard a lentement dérivé vers de la sympathie, prouvant un travail de l'auteur sur ces personnages en nous faisant apprécier ces individus antipathiques moralement, autrement dit, les méchants de l'histoire. Maintenant, posons-nous la même question que pour Barbe Blanche. Que voulait exprimer l'auteur avec la chute de ces personnages Big Mom et Kaido? Big Mom voulait visiblement obtenir le One Piece pour être la reine des pirates. Elle a eu 62 ans pour réaliser ce désir, à l'heure d'Onigashima. Où en est-elle? Ce désir n'est-il pas un échec? N'a-t-elle pas suivi ce doux désir d'être une impératrice des mers en oubliant ce dont elle avait réellement besoin? Kaido voulait renverser le règne des dragons célestes. Dans sa jeunesse, ce qui l'a amené dans la piraterie, il désirait construire une armée cyclopéenne qui ferait tomber ces dieux autoproclamés que sont les dragons célestes. Que sont devenus ces beaux idéaux au bout de 43 ans? Nous avons la réponse à ces questions, de même que Big Mom et Kaido le réalisent eux-mêmes lors de leur chute. Je vous disais plutôt que les personnages amènent les éléments de caractérisation utiles au récit, rendant crédibles leurs choix, ainsi que leurs arcs narratifs respectifs, et permettant à l'histoire de suivre son cours. Quand je vois les réactions de Big Mom et Kaido quand ils sont défaits, je vois deux personnages égarés qui réalisent qu'ils ont perdu de vue l'objectif qu'ils avaient au départ. Le rêve qu'ils s'étaient fixé, ce pourquoi ils sont devenus des pirates. Maintenant, pour finir sur la différence de développement entre Yonko, je vous demande de vous concentrer et de vous demander comment ont fini les dictateurs, les chefs militaires esclavagistes, les psychopathes déments et tous ceux que dans l'histoire de notre monde, nous pouvons qualifier de moralement mauvais. Vous rappelez-vous comment ils ont terminé leur vie? Au fond de bunker, derrière les barreaux, ou pire, morts dans l'indifférence la plus totale, au fin fond d'une campagne, tout chef d'État ou chef militaire qu'ils étaient. Rappelez-vous maintenant les éléments de caractérisation de ces deux Yonko. Qui ils sont et ce qu'ils ont fait. À ces deux Yonko, on devrait demander, vous n'avez pas pu faire en 62 ans et 43 ans ce que Goldie Roger a fait en 2 ans. Une remise en question s'impose. La mode en ce moment, c'est de cracher sur Onigashima et de dire qu'il n'y avait pas vraiment de danger, donc pas de pression dramatique suffisante pour justifier de la chute de deux empereurs simultanément. Le péril n'était pas assez grand. Ou peut-être avons-nous vu ces Yonko comme l'horizon indépassable des événements vers la couronne suprême de la piraterie, horizon indépassable qu'ils n'incarnaient visiblement pas, car ces deux Yonko ne se reposent en fin de compte que sur leur puissance brute, leur force, alors que One Piece c'est la prédominance de la volonté inébranlable et inépuisable à atteindre ses rêves.
Cette volonté qui dirige le monde, pas juste la force brute d'anomalies de puissance à la surface de la planète. Comme le disait Kaido, ce ne sont pas avec les fruits du démon qu'on règne sur les mers, mais avec le haki qui permet de tout transcender. Mais que vaut cette volonté quand on a perdu de vue ses rêves? En y réfléchissant, ces deux empereurs représentaient-ils vraiment le stade ultime de la piraterie, gratifiant les vainqueurs du type d'équipage de roi des pirates? Dans ma vidéo sur Big Mom, je stipule que ces deux Yonko sont des gardiens du seuil, archétype qui barre l'entrée du héros à un autre monde rempli de merveilles, mais surtout de périls. Le gardien du seuil est aussi un moyen d'appuyer les enjeux de l'intrigue. Si tu ne réussis pas à me passer, abandonne tes ambitions supérieures, tu ne te fais que perdre ton temps et te faire du mal. Kaido et Big Mom ne représentaient pas les antagonistes ultimes, mais leurs éléments de caractérisation le sous-entendaient, mais plutôt un test vital pour amener la volonté des protagonistes principaux pour aller au bout de cette aventure, en validant la case force-puissance, évidemment. Après tout, eux aussi étaient enfermés dans l'équilibre des forces Yonko, Shichibukai et Marine. Rappelons les enjeux de Marineford. Marineford, l'enjeu était clair, sauver Ace et repartir avec le minimum de morts de Marineford. Sur Onigashima, les enjeux étaient différents, moins évidents, mais tout aussi importants. Dépasser l'étape des Yonko, l'étape essentielle pour viser plus haut, pour avoir le droit de concourir pour la ligne droite, et enfin, pour que tout ce que nous avons accompli ne soit pas vain. Un combat, une épreuve se mesure-t-elle à l'endurance, nous posait en question un des youtubeurs du One Piece Game. La réponse est oui mon ami, car elle envoie à l'idée directrice du manga la volonté de se relever encore et toujours. Est la seule force qui peut diriger les mers, car la vie est faite de haut et de bas, où on doit se relever toutes les fois où on se retrouve au sol, endurer jusqu'à atteindre nos rêves. Enfin, concernant les conséquences du danger que représentait Onigashima, c'est un point qui revient régulièrement, car c'est souvent le même schéma dans One Piece. On a des difficultés à percevoir ces conséquences. On ne les voit pas ou elles n'existent pas. C'est un fait, ce qui n'augure rien de bon pour les Mugiwara à la fin de leur histoire. Car disons-le nous franchement, un jour ou l'autre, on passe toujours à la caisse. Pourquoi la fin de deux empereurs est-elle moins épique que celle d'un seul ? L'auteur a décidé de glorifier la mort de Barbe Blanche, de manière épique car il représentait l'idée de la vertu du paternel sous la carapace du pirate impitoyable. A contrario, il a choisi de dramatiser, ridiculiser, minimiser la chute de deux Yonko emblématiques, des anomalies de puissance brute dont on admirait la puissance et l'aura, mais cachant les pires actions immorales. Alors oui, Kaido et Big Mom sont deux personnages charismatiques que nous avons appris à connaître et peut-être même à apprécier. Donc l'auteur a clairement fait un travail énorme sur l'empathie de ces personnages. Nous avons appris à comprendre ces deux Yonko, mais gardons en tête que les personnages sont des concepts, ce sont des métaphores. Big Mom et Kaido sont de vieux pirates, des monstres de puissance, des anomalies à la surface du monde, oui, qui ont tout connu, qui avaient tout gagné, mais représentaient la face la plus détestable de la piraterie. Et comme le disait Rayleigh, même les anomalies subissent les ravages du temps. Kaido et Big Mom ne dérogent pas à la règle, tout monstre qu'il soit. De tout temps et en toute situation, la fougue et la force de la jeunesse écrasera tout sur son passage. Les feuilles mortes serviront à fortifier les jeunes pousses, et ça, c'est dans l'ordre des choses. Oda, contrairement à ce que certains croient, s'est remis en question, en changeant son récit linéaire de Marineford en récit explosif sur Onigashima. Mais un récit doit rester crédible, cohérent avec l'idée directrice et les éléments de caractérisation des personnages en lice. Et maintenant, je vous pose encore une autre question. Auriez-vous aimé une fin épique et dantesque qui serait comptée aux générations futures comme une inspiration légendaire pour les pires personnages de notre monde comme Hitler, Pinochet, Pol Pot, Staline, Amin Dada, Mao Zedong, Bokassa ou encore Saddam Hussein? Si tel est le cas, eh bien, je vous suggère de vous poser des questions. Certains n'ont pas aimé la fin de Kaido ou le fait que Big Mom a été ridiculisé, soit, mais gardez en tête que les psychopathes finissent rarement bien. Visiblement, les Mugiwara ont roulé sur les Yonko. Je vous demande encore une fois, posez-vous cette question, dans quel monde alternatif un jeune talentueux aux objectifs et aux idéaux vertueux se fait battre par un ancien de 60 ans? Restons cohérents. Pour finir avec les polémiques, One Piece est un manga imparfait. One Piece n'est pas le meilleur manga ever. Et Oda n'est pas le GOAT. Mais One Piece est une belle histoire, et je dirais une bonne histoire. Depuis le premier arc jusqu'à aujourd'hui, l'idée directrice de ce manga est que pour atteindre ses rêves, tu dois avoir une endurance à toute épreuve et une volonté inébranlable. Ce sont là les caractéristiques immuables des vainqueurs dans One Piece, ou plutôt de ceux qui veulent vivre ou atteindre leurs rêves. Le haki n'est-il pas l'extériorisation de la volonté de l'utilisateur? Mais par-dessus tout, tu ne dois pas refuser de voir et d'affronter le monde tel qu'il est et accepter qui tu es. Dans ce cas, Luffy est peut-être l'un des meilleurs
philosophe stoïcien, tout manga confondu. Luffy ne se pose pas la question de savoir ce qui est bien ou mal, mais plutôt ce qui est juste selon lui. Il avance et décide de mettre sa vie en jeu pour ses rêves, ses convictions et ses amis, car ce qui a de l'importance mérite au moins ça. Big Mom et Kaido sont l'exemple même que si on oublie pourquoi on se bat, on ne fait que croire au mensonge du désir dirigé par le spectre d'un traumatisme ancien qui ne débouchera que sur une fin misérable. One Piece est un manga d'aventure. Ceux qui veulent de la poésie, de la profondeur psychologique à tout prix dans les actions et les caractères des personnages de cette histoire seront toujours amèrement déçus. La réalité du monde rattrape toujours ceux qui croient en l'utopie poétique et non à la réalité d'un coup de poing dans la face, car ils cherchent une session de séance méditative transcendantale, alors que One Piece c'est une putain de séance de crossfit avec shadowboxing et sac de frappe en retour au calme. Alors oui, il existe de la philosophie dans One Piece, mais c'est une philosophie stoïcienne qui regarde le monde tel qu'il est, avec des toppings de Nietzsche. Voilà les amis, mon analyse un peu technique, un poil violente du développement différent des Yonko dans One Piece. J'espère n'avoir perdu personne en route et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse.